Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un homme, peut-être le plus grand tueur en série français. Tout commence en Alsace, dans les années 90. Plusieurs vieilles dames sont retrouvées mortes chez elles dans leur lit. Jamais le moindre signe de violence, ni d'effraction. 10 ans plus tard, après une dénonciation, 2 policiers vont minutieusement retracer le parcours d'un cambrioleur aux méthodes singulières et assembler les pièces d'un incroyable puzzle criminel. Vous écoutez l'affaire Yvan Keller, première partie. Ce jour-là, du 29 avril, moi je suis à la maison, et puis il n'y a rien qui se passe de spécial. Nicolas Reuchlin, petit-fils d'Augusta Wasmer. Le téléphone sonne, et puis à ce moment-là, la voisine appelle et puis dit qu'elle n'a pas vu ma grand-mère depuis déjà pas mal de temps. La maison est fermée. Elle s'inquiète quand même parce que c'est une personne qui est active à cette époque-là, qui aimait bien profiter de la journée. C'était l'époque où elle faisait les fleurs et tout ça, donc elle devait forcément être dans le jardin. Elle s'est très vite rendue compte que, en fin de compte, quelque chose n'était pas correct dans l'ordre des choses. Et en fin de compte, le coup de téléphone, il est très bref. Il dit, on n'a pas vu ta grand-mère. Moi, mes parents sont en Suisse, je ne sais pas très bien comment réagir, j'attends qu'ils rentrent. Aussitôt qu'ils sont informés, tout le monde se précipite à la maison d'Augusta. Claire Cornu, journaliste. Effectivement, volet fermé, pas de traces d'effraction, la porte est bien verrouillée, impossible de rentrer. La crainte de ma mère, c'était quand même de retrouver sa mère. Peut-être un malaise, d'avoir cogné un évier, d'avoir du sang. Mon père doit fracturer le carreau, rentrer dans la maison. Donc la clé était dans la serrure. Ma mère, par réflexe, rentre tout de suite dans la chambre. Et trouve sa maman couchée dans le lit, morte. Il y a une espèce d'effroi mêlé à de l'incompréhension et en même temps ce visage si paisible, comme si elle s'était paisiblement endormie. Mais mes parents, ils remarquent un truc, c'est la position du corps. Ma grand-mère est dans son lit, elle a les bras le long du corps, la couette sous le menton, voilà. Ça choque tout de suite ma mère parce qu'elle dit « bon, c'est rare quand même de dormir comme ça ». Ils préviennent juste le médecin pour le faire constater le décès. Sauf que le médecin dit « attendez, j'en suis à 3 décès en 3 mois dans la même rue ». Et il dit « stop, là, je veux vérifier ». Effectivement, vu que c'était le 3e décès dans la rue, le médecin de famille n'a pas donné l'ordre d'inhumer. Ensuite, sans ordre d'inhumer, c'est les gendarmes qui se sont déplacés. Il y a quand même un déferlement de gendarmerie, de services de police, de magistrats qui se déplacent sur place. Pour mes parents, c'était très choquant parce que jusqu'à présent, on n'a jamais eu affaire à la justice et c'est pas quelque chose c'est pas dans nos habitudes. Le problème, c'est qu'à un moment, tout le monde est là devant la maison et il s'est passé quelque chose. Burnoplo, c'est un village dans les années 90 qui est un petit peu différent de ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas loin de Mulhouse, on va dire, c'est entre Mulhouse et Belfort. C'est plutôt un village alsacien classique. Grégory Lobjoie, journaliste à l'Alsace. Où règne encore une ambiance vraiment très villageoise, où majoritairement c'est des gens qui vivent depuis très très longtemps. À l'époque, en 94, ils sont 1200, 1300 habitants. Des anciennes habitations pour la plupart, beaucoup de personnes âgées. C'est un village très calme, il y a le bon vivre, tout le monde se connaît. J'entends dire qu'à Brno, 3 vieilles dames sont mortes depuis le début de l'année de façon très bizarre, dans la même rue, à quelques maisons d'intervalle. Patrick Flukiger, ancien journaliste à l'Alsace. Toutes les 3 dans leur lit. La première vieille dame, quand elle est morte, personne n'a rien dit. Elle était couchée dans son lit, sans vie. Elle n'était pas malade, mais bon, ça peut arriver, une crise cardiaque. Elle avait 82 ans quand même. La deuxième, quelques semaines plus tard, 86 ans. Mais là, le fils, quand même, se dit, c'est bizarre, parce que la grille de soupirail que j'avais fixée à l'automne dernier a été descellée. Le soupirail a été forcé.
Il savait qu'elle avait gardé 30 000 francs, justement, en prévision du jour où elle s'éteindrait pour ses obsèques. Il ne les trouve plus. Il n'y a pas un centime à la maison. De là à imaginer que c'est forcément une effraction commise le jour de la mort de sa mère, on en est encore loin. Pas de traces de visite de la maison, comme on peut le voir dans un cambriolage classique. Des placards ouverts, des affaires jetées au sol, rien. Tout était très propre, tout était quasiment resté en l'état. Donc il était quasiment impossible que ce soit autre chose qu'une mort naturelle. La question se pose même pas, quoi. Donc l'enquête a été rapidement close, entre guillemets. En tout cas, on n'a pas poussé plus loin. Le médecin du village, quand il va se retrouver la 3e fois dans la même rue, il se dit qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait normal. Il y a une similitude de profil qui fait que ça interpelle 3 personnes âgées endormies en apparence paisiblement. Les draps étaient tendus. Ces petites dames, a priori, ne bougeaient pas dans leur sommeil. Mis bout à bout, ça intrigue. Et effectivement, quand je me rends sur place, je me rends compte que les gens sont estomaqués de voir ça. Et dans la rue, dans tout le village, au club du 3e âge, partout, on ne parle que de ça. Mais forcément, ça crée une forme de psychose. Malgré ce calme apparent, depuis quelques jours, le doute et la suspicion se sont installés ici, à Burnop-le-Haut. Personne ne croit plus au hasard, ni à la loi des séries. Chez messieurs et madame Wissner, on est même très anxieux. On se méfie quand même maintenant, hein. On se méfie. Donc, moi, j'ai un chien, alors tu es déjà un peu rassuré, plus ou moins, quoi. Des scellés ont été posés sur la maison de la dernière disparue. Une autopsie a même été ordonnée. Pas assez pourtant pour rassurer les villageois. À Burnop-le-Haut, la rumeur va bon train, l'inquiétude grandit. On attend maintenant avec impatience les résultats de toute cette enquête. Les gens sont très dubitatifs, très interrogatifs. Je fais mon premier papier où j'évoque ces morts suspectes. C'était d'ailleurs le titre, morts suspectes à Burnop-le-Haut. Les journaux qui font des articles, les journalistes qui se déplacent, qui prennent des photos de la maison, nous on s'est dit bon c'est quand même quelque chose de grave. Informés de la demande d'autopsie sur le corps de la vieille dame, les gendarmes ouvrent une enquête sur les circonstances de son décès. Pour nous, l'affaire, elle est entre de bonnes mains. On se dit les gendarmes sont là, ils vont faire tout comme il faut. Donc l'enquête est lancée. Les gendarmes font attention à certains détails. L'argent qui était dans une petite boîte en bois a disparu. Et puis au bout d'un moment, ils découvrent aussi la disparition d'une carte de crédit. Il y a eu des retraits qui ont été faits. Ma grand-mère n'était plus vivante, donc c'est pas elle qui a pu faire les retraits. Donc qui a fait les retraits? C'est toujours la même histoire dans ce genre de décès. Derrière, il y a les histoires familiales qui peuvent ressortir. Et donc, forcément, on va plutôt se diriger vers la famille ou alors les proches. Rapidement, l'idée se fait que, si ça se trouve, c'est le petit-fils qui s'est servi de la carte de la grand-mère. Est-ce que c'est le petit-fils qui est allé tuer la grand-mère ou est-ce que c'est juste le petit-fils qui, quand il est rentré dans la maison, en a profité pour prendre la carte? Bon, là-dessus, les rumeurs vont bon train, chacun a sa version, etc. On a fait l'objet d'auditions. Nicolas Reuchlin, petit-fils d'Augusta Wasmer. Il y a mon frère dans un bureau, il y a moi dans l'autre, ils vont nous accuser, nous. À l'époque, c'est douloureux de le voir, c'est douloureux de l'entendre, et c'est douloureux de se défendre. Moi, je ne savais pas de quoi je devais me défendre. Moi, j'avais rien à me reprocher. Pour moi, j'étais propre. Ils ont cherché la vérité là où elle n'était pas. Ils ont cherché une vérité qui n'existait pas chez nous. J'étais très proche de ma grand-mère, j'allais souvent en vacances, je passais souvent la moitié des vacances là-bas parce que c'était une relation fusionnelle qui me manque encore aujourd'hui. Voilà. L'autopsie conclut à une mort naturelle et donc les autorités judiciaires évacuent totalement la piste du meurtre. Rien à signaler. Augusta Wasmer est décédé par étouffement naturel. Fin de l'histoire. Nicolas va rester avec les soupçons sur sa personne pendant des années. Et 3 décès dans une même rue en 94, eh bien finalement, ça ne donne lieu à rien. C'est une belle mort. La belle mort, en fait, permettait à tout le monde de s'en satisfaire. Moi, j'ai toujours eu le doute. Je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui font qu'on doit continuer à vivre. Le 24 juin 2003, j'étais dans mon bureau, au 2e étage de l'ancien commissariat de Mulhouse.
Denis Masson, ancien enquêteur de la brigade criminelle de Mulhouse. J'ai reçu un appel de la personne qui s'occupait de l'accueil qui m'a prévenu qu'un individu s'était présenté et avait de graves révélations à faire. Donc je suis descendu tout de suite à l'accueil. Ma collègue a été visiblement soulagée de me voir arriver. Et donc en voyant l'homme qu'elle me désignait, j'ai tout de suite compris pourquoi. C'était un homme d'une bonne 50aine d'années qui était visiblement très excité, qui faisait les 100 pas, qui parlait tout seul. J'ai invité cet homme à me suivre dans mon bureau pour voir donc ce qu'il avait à me dire. Il est passablement incohérent. Il parle à moitié en français, en alsacien. Enfin voilà, il a tout son jargon à lui. J'ai cru comprendre qu'il fréquentait depuis un mois une jeune fille. Et cette jeune fille, Marina, était la maîtresse de son frère entre les années donc 90-96. Il venait me voir pour dénoncer des crimes que cette jeune fille et son frère avaient commis dans les années 90. À cette époque, il commettait énormément de cambriolages. Certains cambriolages avaient mal tourné et elle lui avait dit qu'ils avaient tué une personne à Moche et une autre à Brunstadt. C'était vraiment très, très, très décousu et j'arrivais pas à le faire asseoir. S'appuyer sur mon bureau, je m'en souviens très bien, il avait la sueur qui perlait du front, qui tombait sur mes dossiers, c'était horrible. Denis Masson, c'est vraiment le flic au flair, quoi, qui a cette espèce de sixième sens et qui arrive à sentir quelque chose et en même temps très posé, très dans l'écoute, un policier à l'ancienne, dans toute sa splendeur, avec ce côté aussi très humain. J'ai réussi à le faire asseoir, j'ai insisté sur les points qui, moi, m'intéressaient. Et donc, il est revenu sur l'assassinat de Brunstadt en précisant que c'était une femme âgée qui avait été étouffée et que c'est son frère qui avait commis le meurtre. Et là, le grand frère donne le nom d'un certain Ivan Keller. Pour la première fois, il me parlait du mode opératoire. Son frère donc pénétrait très souvent par le soupirail, qui se rendait directement dans la chambre de la personne âgée, qu'il l'étouffait avec son oreiller, ce qui lui permettait par la suite de fouiller la maison tranquillement. Il avait tout son temps, il était sûr de ne pas être dérangé. Et avant de partir, il remettait tout en ordre. Et quand le corps était découvert, c'était le corps d'une vieille personne morte paisiblement pendant son sommeil, quoi. Je lui ai dit que j'allais faire des vérifications et que je reprendrais contact avec lui. J'avais déjà plusieurs années de brigade criminelle, des crimes et tout ça, j'avais déjà vu, et des bizarres et autres. Et là, le mode opératoire m'a semblé cohérent. Bien évidemment, je fais des recherches sur Ivan Keller, notamment ses antécédents judiciaires. Et je m'aperçois vite qu'on a affaire à quelqu'un de très, très sérieux. Il découvre que Ivan Keller a été condamné en 1984 par la cour d'assises de Haut-Rhin à 10 ans de prison. Jean-Marie Sturkel, ancien journaliste à l'Alsace. Pour des cambriolages et surtout un braquage à domicile, au domicile d'un antiquaire. Il a purgé sa peine, il n'a plus jamais fait parler de lui. Qu'Ivan Keller ait fait des cambriolages, on le sait. Et il a été jugé pour ça. Ça, c'est bon, c'est acté. On est en 2003 et on vient annoncer que, alors qu'il avait disparu des radars, il aurait commis toujours des cambriolages, mais cette fois-ci avec des morts. On n'est quand même plus tout à fait sur la même échelle. On a quand même du mal à imaginer que ce que le grand frère peut raconter soit totalement vrai. J'ai bien évidemment fait des vérifications sur les 2 meurtres dénoncés par le frère de Keller Ivan. Donc là, je me suis aperçu que l'auteur des faits, un membre de la famille, avait été interpellé, il avait vu les aveux, donc c'était clair, c'était net. Ça ne correspondait pas du tout. C'est vrai que j'ai commencé à douter, mais le mode opératoire quand même, ça m'inspirait. Je dirais que j'y croyais. Dans les couloirs du commissariat de Mulhouse, l'affaire Ivan Keller n'est pas prise au sérieux. Mais un policier fait le rapprochement entre l'enquête de Denis Masson et une histoire étonnante, une histoire de tueur de vieilles dames. Ce policier conseille à l'enquêteur de la crime de se rapprocher de Daniel S., un collègue à la retraite. Les investigations prennent alors un nouveau tournant.
Donc, Denis Masson m'a entendu sur les premières informations que j'avais, donc... Daniel S., ancien enquêteur de la BAC de Mulhouse. À l'époque, en 1993. Dit, effectivement, j'ai reçu les confidences d'un individu que je croisais de temps en temps la nuit. Je contrôlais François sur un parking, dans un véhicule, fait l'objet d'un contrôle, et puis il fait une réflexion un peu bizarre. Il dit oui, c'est toujours les petits que vous attrapez comme moi. Ben, ceux qui volent et qui tuent les grands-mères, ils sont toujours dehors. Personne ne fait rien. Moi, quand il me dit ça, je lui dis ben, écoute, si tu connais des gens qui tuent des grands-mères et qui cambrent chez eux, ça m'intéresse, je veux le savoir. Hein, parce que si tu as déjà commencé à dire quelque chose, tu me dis tout ou rien. Et là, je m'attends à la réponse, je suis pas une balance, tout ça, mais alors c'est pas du tout ça. Directement, sans se faire prier, il nomme Keller-Yvan et il le dénonce. Il va chez des personnes âgées, il les cambriole et il les tue. Ou plutôt, il les tue et il a toute la nuit pour faire le ménage. François, moi personnellement, je ne le connaissais pas, j'ai jamais eu affaire à lui. Mais bon, il était connu effectivement pour des larcins, cambriolage. C'est vrai, quand on vous dit il y a un gars qui tue les grands-mères et que vous n'avez pas de fait, vous n'êtes pas forcé d'y croire. Mais comme il était convaincant, quand même, François, je me suis dit, quand même quelque chose. Tout à fait par hasard. En printemps 94, je suis chez des amis, donc à Burnop. Et la maîtresse de maison me fait remarquer, elle sait que je suis policier, bien sûr, ce sont des amis. Elle me dit, écoute, c'est bizarre, là. Il y a trois femmes âgées qui sont décédées dans la même rue. Les gendarmes pensent à une mort naturelle, mais la famille n'y croit pas. Alors bien sûr, tout de suite, je dis, attends, c'est tout à fait dans l'ordre d'idée de ce qu'on m'a raconté, le mode opératoire. Lorsqu'il apprend que les morts de Burnop ne seraient peut-être pas si naturelles que ça. Maître Thomas Vetterer, avocat de François. Daniel S. va s'en ouvrir aux militaires de la gendarmerie, qui sont en charge de cette enquête. Alors je ne sais pas ce qu'ont fait les gendarmes. L'enquête a continué, et puis bon, je pense que ça a été classé. En fait, Keller n'a jamais été interpellé. Quand le collègue m'a parlé de ces 3 décès de Burnop, pour la première fois, j'avais des faits qui correspondaient donc au mode opératoire dénoncé par le frère de Keller-Yvan. Je me suis dit, c'est bingo. Hein. Pour le coup, une fois que Burnop s'est greffé, l'enquête prend une autre tournure et ça va beaucoup plus vite, quoi. Donc j'en ai informé le procureur de la République, ce qui permettait, moi, après, de communiquer ces faits au juge d'instruction. Je me souviens qu'effectivement, ce dossier tout de suite était assez singulier. Mathieu Bonduel, juge d'instruction en charge de l'affaire de 2004 à 2007. Assez complexe, avec un mode opératoire assez atypique, laissant peu de traces. Et d'emblée, on sent bien qu'il va y avoir un problème de preuve, parce qu'on parlait de faits anciens, remontant de plus de 10 ans en arrière. Donc, il a décidé, à ce moment-là, de co-saisir l'antenne de police judiciaire de Mulhouse. Je connaissais très bien le capitaine de police Gilles Poirier, et donc nous avons collaboré sur l'enquête à partir de ce moment-là. Et donc là, on commence nos premières investigations, ensemble. Gilles Poirier, ancien enquêteur de la police judiciaire de Mulhouse. Pour voir un peu si on peut trouver des faits qui correspondent aux faits dénoncés. Voilà, le travail est là, et le travail est dur, parce qu'il faut essayer d'avancer comme ça, au fur et à mesure, pour avoir le maximum d'éléments pour essayer de monter ce dossier. Cette histoire, c'est aussi l'histoire de 2 policiers qui se sont mis ensemble avec ce même flair pour pouvoir réussir à sortir cette affaire. À partir du moment où Yvan Keller a été dénoncé par son frère, nous sommes bien évidemment intéressés à lui. Yvan Keller, il est né en 1960 dans une petite cité ouvrière. En fait, il y avait des mines de potasse où son père travaillait d'ailleurs. Sa famille habitait à Wittenheim. C'était une famille nombreuse, 9 enfants, dont lui était le dernier. La mère de Keller, elle est morte assez jeune, elle avait une 50aine d'années, même pas. C'est le père qui obligeait certains de ses fils, à cambrioler pour ramener de l'argent à la maison. C'était une façon de faire vivre la famille.
Et donc Yvan Keller, lui, a grandi dans cet univers-là, 12 ans, 13 ans, l'adolescence. Il bifurque vers le vol de vélo, des petits larcins comme ça, des petites bagarres. Il est tombé très vite dans la délinquance, à partir de 15-16 ans. Il a été soupçonné de très très nombreuses fois sur des séries de cambriolages. C'est une personne qui, dès 20 ans, commettait des saucissonnages, des vols avec violence, ce qui lui avait même valu un passage devant la cour d'assises. Et il était sorti de prison donc en 89. Début 90, silence radio, le mec il a rangé des voitures. Ce qui fait qu'on se retrouve avec le nom d'un individu qui a un casier, mais qui n'a plus rien fait depuis quasiment 15 ans, quoi. On peut pas le poser en garde à vue parce que son grand frère aurait déblatéré. Il faut avoir un minimum de billes, et ce minimum de billes, ils l'ont pas. Naturellement, des dispositifs de surveillance physique, technique sont mis en place. On ne connaissait rien de lui. Et donc, pour nous, c'était voir un peu mieux le connaître ses habitudes. Et donc, des filatures physiques, le suivre dans la journée, surveiller son domicile. Il habite rue de Verdun à Mulhouse, avec sa dernière concubine, Séverine, qu'il a connue en 96. Il vit dans un quartier plutôt paisible, cossu même s'il ne roule pas sur l'or. On a le sentiment qu'il a refait sa vie avec une femme plus jeune que lui et qu'il n'est plus dans la délinquance ou la criminalité. On le suit à la trace. Pendant 2 ans, plus de 2 ans, on regarde ce qu'il fait. Donc il travaille. Il était paysagiste, il partait avec sa camionnette le matin, il revenait le soir, il faisait son petit boulot, ses tontes, ses taillages d'arbres, de haies, et ça s'arrêtait là, quoi. Et il y en a eu des filatures et il y avait rien. Rien, pas un écart. À notre connaissance, il avait une vie qui était très, très rangée. La vie actuelle d'Yvan Keller, ça donne rien. Donc il faut voir celle d'avant 2003, et même d'avant 2000. Donc c'est cette période-là qu'il faut vraiment étudier. Et alors là, on n'a pas du tout le même personnage. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Louis-Mathieu Nivose. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.